set. Salut à tous et bienvenue dans l'Académie Olympique, votre rendez-vous quotidien de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette journée du 5 août qui a été, on l'espère, la plus pauvre en médailles pour les Français pendant cette quinzaine, avec pour l'instant seulement une médaille de confirmée, une deuxième arrive, on va en parler d'ici quelques minutes. Mais voilà, ça n'a pas été une journée explosive du côté de nos Français. En même temps, on n'avait pas non plus énormément d'attentes et on se place plutôt bien pour les prochains jours. Donc on espère que c'est juste un petit temps d'arrêt avant d'avoir la suite. Mais comme d'habitude, on va parler de cette journée. Il y a quand même des choses très intéressantes à dire, ne vous inquiétez pas. Avant ça, je vais accueillir Mathis. Comment tu vas? Tu étais déjà avec nous hier. Tu es de retour, ça fait super plaisir. Écoute, ça va très bien, Jean. Encore une fois, merci pour l'invitation. Et effectivement, on espère vraiment que ça sera la seule journée avec une seule médaille, enfin avec deux médailles, parce qu'il y en a une qui arrive ce soir, mais voilà, avec si peu de médailles en tout cas. Effectivement, si peu de médailles, mais on ne va pas rechigner sur la qualité, puisqu'on est allé chercher l'argent en kayak cross. On va bien parler de cette discipline. Et également la première médaille de l'histoire du basket 3x3. Et ça, je sais, Gaëtan, que ça te fait extrêmement plaisir. Ouais, très plaisir, on s'y attendait pas forcément et c'est vrai qu'on en parlera, mais nos Français, nous ont sorti un très bon match, journée très faible en breloques, mais il y a eu des matchs très importants, élimination directe qu'on a remporté et ça nous promettra de belles médailles, par la suite, on l'espère. Exactement, c'est un petit peu la journée de placement avant la dernière semaine. Donc on va espérer que, enfin, pour commencer cette dernière semaine, on va espérer que ça se relance dès demain. Journée plus tranquille aussi de notre côté, puisqu'aucun d'entre nous n'est allé voir une épreuve. Donc le programme est légèrement allégé. On va commencer donc par la perf comme d'habitude, avant un petit point bleu où il y a quand même eu quelques déceptions. Voilà, il faudra les mentionner. En plus de nos deux médailles, les coups de cœur évidemment, on va revenir sur ce qui nous a plu aujourd'hui. Et on a quand même trouvé quelques trucs plutôt sympas. Et puis le programme de demain qui va être lui aussi quand même relativement chargé, avec de nouveau des chances de médailles. Et puis si on a le temps, on finira peut-être sur un petit quiz du jour, mais on vous garantit rien pour aujourd'hui. Il faudra qu'on rende l'antenne un tout petit peu plus tôt que d'habitude. C'est pourquoi on va attaquer directement, les gars, sur la perf du jour. Pour la première fois de leur histoire, les Français du basket 3 contre 3 sont en finale olympique. Bon, alors il faut quand même le rappeler, ce sport a été introduit au JO de Tokyo en 2020, donc il n'y avait eu qu'une seule opportunité. Mais si je ne dis pas de bêtises, les Français ne s'étaient pas qualifiés du côté en tout cas de l'équipe masculine pour les JO de Tokyo. On avait terminé quatrième avec l'équipe féminine. Alors que les féminines ont déçu, et ben Mathis, les hommes, eux, de leur côté, ont bel et bien répondu présent, et pas contre n'importe qui, face aux Lettons, qui étaient quand même les champions olympiques en titre. Est-ce que c'est une surprise pour toi, ou est-ce que tu les attendais à ce niveau? Ouais, honnêtement, c'est une surprise, je pense quand même, parce que, comme tu l'as dit, ils ont battu les Lettons. Il y avait aussi la Serbie qu'ils ont éliminé hier soir, qui était, elle, 6 fois champion du monde, sur les 8 championnats du monde qu'il y a eu dans l'histoire du basket 3-3. Donc c'est des sacrées nations dans ce giron du basket 3-3. Et donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'une marche pour aller décrocher l'or. Face aux Pays-Bas, qui sont aussi une très grosse nation parce qu'ils ont le numéro 1 mondial dans leur rang. Donc pour l'instant, c'est hyper satisfaisant et donc je pense que c'est assez logique que ça mérite la place de la perf du jour parce que tellement on les attendait pas là, même s'ils perdent, ils sont amenés à perdre en finale, ça représente en tel quel une performance. Puis après, comme tu l'as dit, je pense que c'est d'autant plus une perf que ça contraste avec le résultat des filles qui avait été annoncé médaille d'or par l'équipe qui est sorti dès les phases de poule, qui n'a gagné que 2 matchs sur 6. Donc voilà que il n'y a pas de zéro pointé.
c'est d'autant plus, je pense, un motif de satisfaction pour le basket 3-3. Effectivement, donc cette victoire en demi-finale qui, je sais, Gaëtan, t'a particulièrement enthousiasmé. Mais ma question, c'est est-ce que c'est la performance justement de battre les Lettons qui t'a impressionné, qui t'a surpris, ou est-ce que c'est vraiment le jeu de cette équipe qui t'a enthousiasmé? On va juste rappeler qu'en basket 3x3, le jeu est particulièrement dynamique parce que les possessions durent maximum 12 secondes et donc il y a des shoots tout le temps. Et à ce petit jeu-là, les Français ont été meilleurs que les Lettons cet après-midi. Alors, j'ai pas réellement d'expérience en basket 3-3. C'est vrai que c'est important de souligner ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est super dynamique. Le match va uniquement en 21 points, avec un point dans la zone des 2 points traditionnellement au basket 5-5 et 2 points pour les shoots à 3 points, si on compare encore avec le basket 5-5. Et c'est vrai que j'ai trouvé à la fois la performance remarquable parce que c'est vrai qu'on les voyait pas à ce niveau-là à la fois dans les shoots et dans la réussite, mais aussi surtout, je mets un point d'honneur sur la présence au rebond. Je trouve qu'on a été particulièrement attentif sur ces choses-là. Même sur les paniers ratés, on était présent et donc ça nous permettait de reconstruire une attaque juste après. Après, il faut aussi souligner, moi, selon moi aussi, c'est vrai que j'ai trouvé que les Lettons ont peut-être un peu louché au panier. Peut-être ils ont raté quelques paniers, ce qui nous a permis aussi de nous mettre en confiance. Et au final, on s'impose et ça nous permet, comme l'a dit Mathis, d'aller chercher au minimum une médaille d'argent. Donc la performance, moi, je trouve qu'elle est en tout cas très justifiée. Mathis, toi qui es davantage un expert, en tout cas tu es notre expert du basket et principalement à 5, mais aussi sans doute du 3-3, comment est-ce que tu peux compléter cette analyse et comment est-ce que tu as trouvé cette équipe de France dans ce match face au Letton? Je rejoins Gaëtan sur le combat du rebond. Je pense que c'est une des clés de ce match parce que il y a eu un début, avec pas tant d'adresse que ça et donc justement, on sait que les possessions s'enchaînent avec seulement 12 secondes pour attaquer. Donc si tu marques pas, mais que tu arrives à verrouiller le rebond, c'est-à-dire que tu laisses pas de seconde chance à tes adversaires. Déjà, c'est un 1er aspect clé de la rencontre, c'est que tu vas forcément les contraindre à marquer sur le seul shoot qu'ils tirent parce qu'ils n'auront pas de deuxième chance. Là, on a été bon, c'est que nous, on a réussi à prendre des rebonds offensifs après nos tirs manqués, dans la première partie du match parce qu'après, on s'est mis à mettre des tirs directement. Je pense notamment à Timothée Verger là, qui a mis des gros tirs à 3 points pour permettre de creuser l'écart. Et puis après, je pense que ça reflète aussi l'évolution plutôt globale sur l'ensemble du tournoi où, euh, où les Français avaient commencé avec des matchs très serrés. Alors pareil, contre des grosses nations, ils commencent par la Lituanie, ils gagnent 22-20, ensuite ils gagnent 22-19. Il y a vraiment eu des matchs qu'ils ont gagnés, mais à l'arraché avec des gros tirs avec l'aide du public. C'était hyper intéressant à suivre, mais c'était pas très facile, et encore heureux d'ailleurs. Il y a eu une grosse défaite aussi contre les Pays-Bas, justement, qu'il faut retrouver en finale, donc pourquoi pas la revanche. Et là, je pense que c'est la première victoire, facile, c'est un grand mot, mais vraiment en référence, parce que, encore une fois, la Serbie hier qu'ils ont battu, c'est pareil, c'est 2 points ou 2-3 points sur le dernier tir du match. Là, il y avait vraiment ce sentiment de maîtrise, de monter en puissance au meilleur moment de la compète. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de ce boost supplémentaire. C'est au-delà de dire on l'a fait, on a un peu fait l'exploit. Là, c'est on a fait l'exploit, mais on l'a fait vraiment avec notre meilleur niveau de jeu. On a été efficace de là où on nous attendait. On a su les contenir aussi parce qu'ils finissent qu'avec 14 points, je crois. Donc vraiment une super performance collective. C'est ça aussi qui était intéressant, c'est que ils sont quatre, donc il y en a toujours un qui est sur le côté. Dès que le remplaçant rentrait, ça apporte de l'efficacité et comme vous l'avez tous les deux très justement rappelé, il y a besoin de beaucoup d'énergie dans cette discipline parce que c'est hyper dynamique avec beaucoup de contacts et je pense que tout le monde a su remplir ce qu'on attendait de lui. Donc c'est très satisfait de cette demi en espérant qu'ils vont aller réussir à décrocher l'or face aux Pays-Bas. Gaëtan, je sais que toi, tu accordes beaucoup d'intérêt à cette idée de monter en puissance pour les différentes équipes de sport collectif. Cette demi-finale elle est particulièrement enthousiasmante. Maintenant, il va falloir enchaîner très rapidement avec la finale, puisque ça va démarrer dans un petit peu plus d'un quart d'heure. Comment est-ce que tu abordes ce match? On dit qu'une finale, ça se gagne. T'y crois? Bah, écoute, ouais, une finale, ça se gagne toujours et puis ça se joue très, très souvent, dans n'importe quel sport sur les détails. Donc il faudra jouer son jeu, hein,
réitérer la belle performance en demi-finale et le réaliser face aux Néerlandais. Donc à voir, mais oui, une finale, ça se gagne. Et je pense qu'on en a en tout cas les capacités. Et puis dans une finale, tout peut se passer. Ça, c'est ce qui est à tout prix beau dans tous les sports et même dans le sport en général, c'est son incertitude. Effectivement, c'est certain. Voilà donc pour ce petit point sur l'équipe de France de basket 3 contre 3 qui va nous rapporter d'ici quelques minutes donc notre 46e médaille. La France qui pointe toujours pour le point bleu. Non, pardon, qui pointe désormais à la 4e place du classement des médailles. On s'est fait dépasser par l'Australie. Tiens, ça m'avait échappé. Les Australiens qui comptent 13 médailles de moins. Mais malheureusement, il nous manque encore un petit peu trop de médailles d'or. Donc ce serait bien que nos basketteurs viennent rectifier ça. On rappelle aussi qu'on a d'autres espoirs de médailles aujourd'hui un petit peu plus tard avec le surf qui a été repoussé. Alors je ne suis pas du tout expert en surf, mais apparemment on a plusieurs espoirs, donc on va suivre ça attentivement dans la soirée et on en reparlera je pense demain dans le point bleu. Mais donc pour le point bleu du jour les gars, on va peut-être pas commencer par mentionner l'autre médaille du jour, on en parlera d'ici quelques instants, mais peut-être revenir d'abord un petit peu plus chronologiquement sur cette journée qui a commencé, il faut le dire, par une grosse déception. Ce matin, c'était l'épreuve de triathlon où franchement, on se voyait favori et il y avait des raisons de se voir favori. Du côté des féminines, les Françaises avaient terminé première et quatrième avec donc le titre de Cassandre Beaugrand. Chez les hommes, troisième et quatrième, on avait une densité absolument extraordinaire par rapport à nos concurrents. Et malheureusement, cette image, Mathis, la chute de Pierre Lecor dans le tout premier relais, là où les Britanniques, par exemple, je pense à eux, ont choisi d'envoyer celui qui était sur le papier leur meilleur relayeur en premier, Alexis. Les Français, quant à eux, ont envoyé Pierre Lecor, bon, qui avait terminé à seulement quelques secondes de Léo Bergère, son coéquipier, sur l'épreuve individuelle. Mais on a fait un choix stratégique différent qui n'a pas été payant. Maintenant, cette chute, c'est, je sais pas, à quoi est-ce que tu vas l'imputer? Est-ce que c'est plutôt ce choix stratégique ou juste de la malchance de tomber en peloton dans une épreuve de cyclisme, où il y a du cyclisme? Franchement, je dirais pas que ça soit enfin, en tout cas, je pense pas que ça soit lié à la stratégie parce que je vois pas pourquoi est-ce que Léo Bergère n'aurait pas, lui, pu non plus tomber. Enfin, je pense plutôt que c'est lié, à un incident de course qui peut arriver à tout le monde. Après, peut-être que c'était sa faute et qu'il a, je sais pas, mal négocié dans son virage et qu'au final, il se retrouve à partir à la faute. Là, on pourrait peut-être parler d'erreur de stratégie. Mais bon, encore faut-il qu'il ne la fasse pas, si on prend le cas où, il part en deuxième. Est-ce qu'il aurait pas non plus fait la faute en deuxième? Donc en fait, je pense qu'on peut pas vraiment refaire la course et plutôt essayer de se dire que bah voilà, une fois qu'il est tombé, comment est-ce qu'on essaye pour grappiller les places? C'est ce que les Français ont quand même réussi à faire puisqu'ils sont revenus jusqu'à la quatrième. C'était pas suffisant, mais ouais, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de regret quant à l'ordre de passage des triathlètes français parce que je pense pas que ça soit ce qui a causé la chute de Pierre Lecor. Bon, je te rejoins bien évidemment, hein, je voulais quand même mentionner ce petit point stratégique. Gaëtan, il y a quand même de quoi avoir de vrais regrets sur cette épreuve parce que je l'ai mentionné sur le papier, on avait une équipe absolument extraordinaire, mais on l'a aussi vu pendant cette épreuve, même si derrière les Français donc, se sont retrouvés largement distancés parce qu'en plus de cette chute, malheureusement, Pierre Lecor a déraillé en repartant et donc on perd encore une belle trentaine de secondes. Malheureusement, on voit que, enfin malheureusement ou heureusement pour l'avenir de nos triathlètes, mais on voit que derrière on avait des relayeurs très solides. Je pense notamment à Cassandre Beaugrand, hein, notre championne olympique, qui fait un travail monstrueux sur sa partie, qui à la fois revient dans le groupe et derrière distance tout le monde sur la course à pied. Il y a clairement des regrets avec cette quatrième place. Ouais, écoute, pour être très honnête, je vais pas pouvoir très blablater sur cette épreuve-là parce qu'il se trouve que je l'ai pas trop enfin, je me suis pas penché dessus. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est vrai que c'est une grosse déception et qu'il faudra absolument, repartir de l'avant.
Eh ben écoute, je te rejoins là-dessus. Bon, de toute façon, je pense qu'on en a dit suffisamment sur nos triathlètes, mais il fallait quand même en parler, hein, parce que c'était une de nos très très belles chances de médaille aujourd'hui, malheureusement. Donc ça s'est arrêté un petit peu trop tôt et on n'a même pas eu le temps de rêver. En revanche, il y a eu un autre sport où on a pu rêver. Alors on va s'attarder avant de parler de la discipline en elle-même un petit peu plus tard, mais d'abord sur les performances de nos athlètes en kayak cross où on avait quatre Français engagés, deux hommes, deux femmes. Alors ça n'a pas super bien commencé, hein, parce que malheureusement on en attendait beaucoup de nos Français, les hommes notamment, avec Titouan Castries qui avait été en argent un petit peu plus tôt cette semaine et qui était extrêmement, qui était vraiment déçu de cette performance puisqu'il avait échoué à 2 dixièmes de l'or. Il avait été dans un premier temps vainqueur de son quart de finale sans encombre, mais malheureusement il a été disqualifié pour avoir raté une porte, donc élimination de notre première chance. Puis on avait Boris Neveu, le doyen de l'équipe de France, qui avait à 38 ans cette volonté d'aller enfin décrocher une médaille olympique qui manque à son palmarès. Il avait fait un très beau quart de finale, mais malheureusement rate la dernière porte en demi et échoue à la troisième place. Et puis on attendait aussi beaucoup de Camille Prigent, numéro 1 mondial de la discipline, qui elle a été éliminée dès le premier tour. Et résultat, il a fallu se reposer sur Angèle Hug, 9e Angèle Hug ou Hug, je ne sais pas exactement comment on dit, 9e mondiale, qui a eu 24 ans il y a 4 jours. C'était un petit peu la jeune pépite de cette équipe qui, Mathis, nous rapporte une magnifique médaille d'argent. Absolument, c'est pas celle qu'on attendait dans les chances de médaille. Et heureusement qu'elle la prend cette médaille parce que franchement, ça aurait été vraiment catastrophique. En tout cas, c'était mal parti déjà l'élimination de Titouan Castric. Je crois que c'est dès l'écart. Oui, il se qualifie pour la demi, mais il est éliminé, Mais enfin il est disqualifié. disqualifié, ouais. Euh, voilà, exactement. La numéro 1 mondiale, tu l'as dit, qui, elle, ne passe pas le quart. Ça commençait mal. Boris Neveu qui passe et qui, derrière, a fait, selon moi, une grosse erreur stratégique. Alors, je pense pas que ça soit vraiment voulu, mais j'ai quand même l'impression que sur cette dernière porte, il se relâche totalement plutôt que de continuer à fond où il est en avance, il est à la deuxième place, il essaye un peu de gérer. Et au final, son bateau, il n'arrive pas à l'avancer pour contourner l'obstacle et il se fait rattraper, il finit troisième. Donc ça, c'est pour la partie négative, on va dire, pour nos Français sur cette épreuve. Et Angèle, moi j'aurais dit Angèle Hugues, donc je continue sur cette prononciation, mais Angèle Hugues qui va chercher cette belle médaille d'argent. Pareil, elle l'a fait en demi et en finale, ce style entre guillemets caractéristique où elle n'est pas dans les deux premières sur le début de la course. Et pareil, sur un peu le même obstacle que son compatriote, que là où son compatriote avait peiné, c'est sur un demi-tour. Elle vient avec du retard, mais pendant que son adversaire est en train de tourner, elle vient la tasser. Comme ce sont des obstacles qui sont mobiles et que les athlètes peuvent toucher. En fait, elle vient la tasser, elle vient avec sa pagaie bouger l'obstacle pour lui permettre de justement passer du bon côté et comme si elle lui grillait la priorité tout simplement. Et c'était assez phénoménal de la voir faire ça en demi et en finale. Donc superbe médaille d'argent pour Angèle Hugues et heureusement qu'elle était là parce que ouais, je pense qu'elle sauve cette journée du kayak cross kayak. Ouais, kayak cross, il me semble. Effectivement, magnifique finale d'Angèle Hugues. Franchement, cette course était extraordinaire, Gaëtan. Au départ, il y a cet accrochage avec Kimberly Woods, qui est quand même la numéro 1 mondiale. Enfin, je dis accrochage, c'est quasiment normal au kayak cross, mais en tout cas, elles se sont un petit peu harponnées. Elles ont perdu du temps, enfin, surtout la française, alors que la britannique, elle, filait vers l'or olympique. Elle est repartie dernière. Là, on s'est dit, non, c'est pas possible. Il y a quatre athlètes seulement en finale. Elle va quand même pas échouer au pied du podium. Et puis derrière, ouais, elle fait deux fois le coup non, elle fait, pardon, une seule fois en finale le coup du dépassement. Donc de se placer à l'intérieur, comme l'a décrit Mathis, et d'écarter son adversaire. Puis bénéficie de l'erreur de la Britannique. Pardon, excusez-moi, elle a pas décroché l'or, la Britannique. Je dis une bêtise pour finalement décrocher l'argent. Mais cette course était très intense. Et la remontée après ce départ où on se disait que tout allait peut-être être perdu, c'était quand même assez fou. Ouais, elle avait fait exactement le même départ en fin de compte en demi-finale. Elle était assez bousculée. Cette technique-là de dépassement comme vous la désignez, elle l'a faite et c'est également en demi-finale. C'était cette fois-ci, je me semble, sur la brésilienne et c'était justement sur un
sur un passage avec un obstacle à prendre à l'envers. Et c'est justement, comme le dit Mathis, voilà, c'est se servir de l'appui de la kayakeuse adverse, servir d'appui pour repartir. Et en fin de compte, mais moi, je me posais la question si c'était illicite ou pas, si c'était autorisé ou pas. Mais il se trouve que oui. Et en fin de compte, elle vient avec la pagaie, en plus de ça, s'aider de l'obstacle pour le passer. Ça a été beaucoup plus impressionnant, je trouve, en demi-finale, parce qu'en demi-finale, elle partait vraiment derrière. Je trouve que vraiment, je suis pas sûr que ce soit une technique de course ou en tout cas une tactique. Et, mais c'est vrai que cette technique-là, elle l'a très bien utilisée à la fois en demi et comme en finale, et ça lui permet justement de décrocher cette belle médaille. Qui, au final, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément la médaille qu'on attendait parmi les sportifs français. Effectivement, c'était pas celle qu'on attendait le plus, mais pour l'instant, c'est la seule médaille confirmée aujourd'hui, même si on en a déjà parlé. Donc, une autre, et on l'espère plusieurs, vont arriver dans la soirée. En revanche, bon, bah, il y a quand même eu forcément, hein, s'il n'y a qu'une seule médaille, quelques déceptions, et on va se diriger du côté de l'athlétisme avec notre porte-drapeau, Mélina Robert-Michon. Je sais pas ce qu'on pouvait en attendre avant cette épreuve. Pour être tout à fait honnête, Mathis, je te pose la question. Est-ce que la médaille, on pouvait vraiment l'espérer, elle qui en est déjà à sa 6e Olympiade, si je ne m'abuse, qui avait décroché l'argent à Rio, c'était quand même il y a 8 ans. Malheureusement, elle ne se hisse pas dans le top 8 et donc on ne peut pas effectuer les ultimes lancers pour essayer de viser la médaille. Honnêtement, je suis pas plus surpris que ça. Après, j'avais pas suivi ses dernières performances, mais il me semble pas qu'elle ait été dans le top 3 mondial sur ces dernières années. Donc, je l'attendais pas à aller chercher la médaille. Après, peut-être un petit peu de déception quand même pour le fait qu'elle ne rentre pas dans les 8. Parce qu'après, on peut aussi se dire que c'est une finale à domicile. Il peut un peu, sur un lancer, il peut se passer quelque chose de fou. Là, elle aura même pas l'opportunité d'aller tenter juste de concourir pour cette médaille. Puis, bah, c'est forcément un petit peu plus marquant parce que comme tu l'as dit, c'est notre porte-drapeau, donc on a toujours envie de les voir réussir. Manodou a pris 2 médailles, donc ça aurait été aussi sympa pour l'image, pour ce que ça représente, les Jeux à domicile, la porte-drapeau, qu'elle aille chercher une médaille, mais franchement, voilà, le niveau était enfin, était au-dessus de ce qu'elle avait été capable de faire aujourd'hui, donc sur le niveau pur, pas de regret. Après, sur ce que ça aurait pu être pour la France, un tout petit peu. Mais franchement, je pense que c'était un peu trop compliqué pour elle. Effectivement, pour l'histoire, on peut être un petit peu déçu. C'est vrai qu'elle était 15e à Tokyo. Gaëtan, elle n'avait même pas atteint la finale. Je sais pas ce que toi t'en attendais et si tu veux compléter un petit peu ce que disait Mathis. Pour compléter légèrement, c'est vrai que pas forcément surpris de l'issue pour elle. C'est vrai qu'on a tendance à considérer qu'elle a un peu fait son temps dans la discipline. La déception, c'est comme on dit, c'est de voir cette porte-drapeau-là s'arrêter à ce niveau-là, assez prématurément. Ne pas remporter de médaille ou peut-être aller décrocher le bronze, ça aurait été joli. Mais c'est vrai que là, cette, euh, enfin, ce stop un peu prématuré, c'est ça qui est un peu dommage, surtout qu'en plus sur ces 3 tentatives, elle est assez loin des standards qui avait fait d'elle la vice-championne olympique en 2016 à Rio. Donc c'est surtout ça, pardon, la grosse déception pour Mélina Robert-Michon. Effectivement, déception pour Mélina Robert-Michon et aussi, hein, on en parle quand même pour Renelle Lamotte, 5e en finale du 800 mètres. Maintenant, voilà, le passage en finale n'avait pas non plus été extrêmement aisé, donc on va la mentionner rapidement. Voilà, ça reste une belle performance, mais la médaille était un petit peu compliquée à atteindre pour aujourd'hui. On enchaîne avec une autre déception, c'est un petit peu dur peut-être, mais on pouvait rêver avec Kumba Larok. C'est le début des épreuves de lutte cette semaine en lieu et place du judo dans l'Arena Champ de Mars. Et malheureusement, bon, il n'y aura pas de médaille pour Kumba Larok dans la catégorie des moins de 68 kilos. Alors, il y a eu cette première satisfaction. Moi, je vous avoue que la lutte, je suis loin d'être un expert, mais on en avait entendu qu'il y avait eu des déceptions dans les dernières Olympiades où elle n'avait jamais réussi à passer le premier tour, et notamment à Tokyo où ça avait été quand même une sacrée déception. Cette fois, Kumba Larok a éradiqué la malédiction. Malheureusement, en quart de finale, elle est tombée contre la Nigériane, vice-championne olympique en titre.
Et c'est une défaite. Alors, il y aura tout de même une possibilité, pourquoi pas, de se battre pour une médaille de bronze. Les règles sont légèrement différentes du judo. En lutte, c'est si la Nigériane va en finale, alors la Française sera repêchée pour le bronze. Ce sera dès demain, donc forcément on suivra ça attentivement. Les gars, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la lutte et qui veut en dire un mot, je vous laisse la main. Ah, écoute, pas forcément de mots à dire sur la lutte, en tout cas, en connaissant brièvement Kumba Larocque et un peu son parcours, c'est vrai que les Jeux Olympiques ne l'a pas forcément réjoui sur ces années. C'est vrai qu'elle avait décroché en Tokyo 2021 sa qualification pour les Jeux Olympiques, mais elle n'a pas réellement fait de résultats. En fin de compte, elle a toujours été fixée, toujours fait des performances, parce qu'on appelle ça des performances, en championnat d'Europe ou en championnat du monde. C'est vrai que là, elle s'attaque au gratin de la lutte, aux Jeux Olympiques. Donc, et surtout qu'en plus, la lutte, je pense que c'est une discipline pour le coup qui peut être vraiment qualifiée de discipline olympique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de lutteuses et de lutteurs qui se réservent pour l'événement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui préparent leur carrière ou bien un moment X de leur carrière pour cet événement-là. Donc c'est vrai que là, elle peut tomber sur peut-être des adversaires qu'elle n'a jamais rencontrés en championnat du monde ou en championnat d'Europe. Et comme je l'ai dit, c'est le gratin de la discipline. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Effectivement, on mentionne maintenant dans la liste des nouvelles épreuves qui vont apparaître cette semaine, le début du cyclisme sur piste du côté du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On a eu la poursuite par équipe, les qualifications de la poursuite par équipe, où on retrouve notamment des cyclistes que l'on a déjà vus, que l'on connaît sur la route et dans les autres grands championnats, à l'image de Benjamin Thomas ou de Thomas Bouda. Lui aussi, on est passé proche quand même de la grande sensation qui aurait été de battre l'Italie de Filippo Ganna. Bon, malheureusement, c'était plutôt les Italiens qui s'étaient loupés qu'autre chose. La France est quatrième à sa place, avec tout de même un nouveau record de France. Ils pourront jouer, les Bleus pourront jouer le bronze demain. Pas mieux, malheureusement, il fallait terminer pour cela dans le top 4, excusez-moi, on est cinquième d'ailleurs, je vous dis une petite bêtise. Mais voilà, bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'exploit. Et la vitesse également a commencé, mais on va pas s'attarder plus que ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu pour l'instant de médailles dans cette discipline pour nos Français. Donc on en reparlera cette semaine, mais normalement on a des cyclistes qui vont pouvoir nous apporter de très beaux résultats. Je pense immédiatement à Mathilde Gros qui a été championne du monde, je crois que c'était l'an passé. Donc on en reparlera très vite. On enchaîne sur le tennis de table, les gars, avec les compétitions par équipe qui ont commencé. On a retrouvé nos meilleurs amis de la première semaine, les frères Lebrun. Et puis Mathis, ça a plutôt très bien commencé puisque les Français se sont imposés, une victoire 3-0 contre la Slovénie. Alors pour expliquer très rapidement juste le format, la première équipe a remporté 3 matchs, la première nation a remporté 3 matchs, remporte la confrontation. Tout a commencé avec un match de double où Alexis Lebrun notamment était aligné, et puis on est passé sur du simple et les deux frères Lebrun ont rapidement terminé le travail. Ils étaient alignés sur les 3 matchs. 3 victoires contre la Slovénie, on ne s'est pas fait peur, ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien, ouais, pour l'équipe, masculine parce que, il y a eu une déception féminine un peu plus tôt dans la journée. Mais ouais, c'est vrai que pour cette équipe, masculine de tennis de table, le job est fait, ils ont rempli ce qu'ils devaient faire sans laisser trop d'énergie sur le terrain, ce qui peut être des fois embêtant sur un premier tour comme ça, enfin sur un huitième de finale, d'aller jusque dans le cinquième match. Alors on sait que le tennis de table, c'est pas le sport le plus traumatisant, mais c'est toujours intéressant de pouvoir garder le plus de force possible, justement pour défier des grosses nations, d'autant plus qu'on est dans la partie tableau de la Chine, qu'on pourrait retrouver dès les demi-finales, qui sont, bon, si on est honnête, tout simplement intouchables, à moins d'un exploit monumental. Mais en fait, là, le truc, c'est même plus à moins d'un exploit monumental, c'est à moins de trois exploits monumentaux, parce qu'il faut gagner avec trois victoires, ce qui est quasiment impensable. Donc c'est pour ça que cette équipe peut quasiment viser seulement la médaille de bronze, si on part du principe qu'ils gagnent en quart, qu'ils perdent en demi et qu'ils se retrouvent en petite finale. Je m'avance un peu, mais c'est déjà l'essentiel d'avoir pris assez largement cette première victoire aujourd'hui. Effectivement, et puis je t'ai lancé Mathis sur l'équipe de France masculine parce que je sais que Gaëtan a suivi l'équipe de France féminine de tennis de table où effectivement, comme tu l'évoquais, là c'est une grosse déception. La France est battue d'entrée et malheureusement c'était pas du tout attendu.
Ouais, c'est clair, comme je l'ai marqué, ou quoi et c'est vrai que c'était un match irrespirable, une fin de match, tendue et serrée face, aux Thaïlandaises. Et c'est justement aussi cruel pour l'équipe de France qui était certes tête de série numéro 8. Il me semble que la Thaïlande était tête de série numéro... Enfin, j'ai pas trop envie de m'aventurer, mais en tout cas, c'était tête de série numéro peut-être 15 ou 13. C'était en tout cas pas les favoris sur le papier. Et c'est vrai que là-dessus, je nous ai trouvé un peu fébrile. Donc, je pense qu'on a laissé passer pas mal de points. Euh, Ça s'est joué énormément aussi comme chaque match tendu sur des services, sur des petites erreurs d'inattention. C'est vrai que c'est aussi un peu compliqué de décrire un peu le tennis de table quand on l'a pas souvent pratiqué, mais en tout cas de ce que j'ai vu c'est ça. C'est vrai que je dis aussi un dernier set serré et aussi irrespirable parce qu'en même temps, il y avait malheureusement ce quart de finale-là de volley masculin dont on parlera très certainement. Donc c'est vrai que j'étais un peu sur une double fenêtre et donc j'ai décrypté en même temps les deux matchs. C'était un peu compliqué, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est une grosse désillusion pardon, pour l'équipe de France femmes et pour revenir sur l'équipe de France masculine. C'est vrai que faire face aux Chinois en demi-finale, c'est compliqué. Écoute, je pense qu'on leur fera face, hein, comme on a l'habitude de le faire. On ira chercher les points si on a, s'il y a des points à aller chercher. Mais c'est vrai que ce point, le point positif en tout cas qu'on peut noter sur ces formats par équipe, comme on a pu le noter en judo, on peut moins le noter par escrime parce que c'est vrai qu'on a été énormément, enfin en tout cas moi à titre personnel, énormément déçu par l'escrime français, que ce soit en individuel ou par équipe. À part les deux Françaises qui ont fait la doublette or et argent, mais en tout cas, on a été très déçus, enfin moi, très déçu par l'équipe d'escrime. L'avantage avec ce format par équipe, c'est que les, 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 les sportifs qui n'ont pas obtenu de médaille en simple auront le couteau sur la dent pour cette épreuve par équipe. Je pense notamment à Alexis Lebrun, qui s'est fait sortir prématurément dans le tournoi olympique en simple, en quart de finale. Surtout Donc je pense qu'il que... retrouve le Brésil en quart, et le Brésil, c'est Hugo Calderano qui l'a sorti en simple. Ex- Exactement, voilà, exactement. Et en plus, et Félix a sorti ce même Brésilien-là en demi-finale. Effectivement, il y a un passif entre les frères Lebrun et Hugo Calderano sur ces Jeux Olympiques. Et donc, on suivra attentivement ce quart de finale. On parlait donc avec l'équipe de France féminine d'une équipe en difficulté. Bah, malheureusement, c'est également le cas du côté du football. Voilà, on suit en parallèle, alors que le match de basket 3 contre 3 va commencer d'ici quelques instants. On suit la demi-finale qui oppose l'équipe de France de Thierry Henry à l'équipe d'Égypte. Et pour l'instant, les Bleus sont menés 1-0 sur un but de Mahmoud Saber. Ça se passe pas extrêmement bien. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut dire un mot là-dessus. Bon, en même temps, on est en train de faire l'émission, donc on n'a pas vu grand-chose. Je vous... Pas Ouais, bah moi j'ai forcément. juste vu que moi j'ai juste vu Mathis. que qu'ils avaient touché la barre et le poteau dans la même action là, sur le live l'équipe là il y a 2 minutes après Mm. l'ouverture du score. Apparemment Lacazette il met une reprise qui vise sur le poteau et derrière il y a Loïc Badet qui insiste de la tête et qui vient toucher la barre. Donc je pense que ça pousse côté français. Il reste un gros quart d'heure, d'autant plus qu'il y a pas mal de traditionnels dans ce tournoi olympique de foot. Donc peut-être ça va finalement donner 25 voire 30 minutes de jeu à l'équipe de France. Donc pourquoi pas aller chercher cette égalisation dans un premier temps. Pourquoi pas un petit coup de folie de Désiré Doué par exemple, ça pourrait être sympa. Effectivement, c'est pas encore terminé pour l'équipe de France dans ce tournoi olympique de football. Et les équipes de France nous ont prouvé qu'elles avaient une sacrée capacité de réaction avec l'équipe de France de volley qui s'est imposée 3-7-2 dans le tie-break face aux Allemands. Alors déjà pour l'anecdote, sachez qu'entre aujourd'hui et après-demain, on a 4 France-Allemagne en sport collectif, ce qui est quand même assez fou, hein, la magie des tableaux et des tirages au sort. Donc on a eu ce France-Allemagne, première confrontation remportée en volley donc par les Bleus, en volley masculin. Demain on aura du handball féminin et du handball masculin mercredi. Donc les deux équipes de handball affronteront l'Allemagne. Et puis on terminera mercredi à 18h avec l'équipe de basket féminin. Oui, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a 4 France-Allemagne. Ça, c'était pour l'anecdote. C'est quand même assez fou. Mais donc je le disais, une équipe de France a la capacité de réaction assez impressionnante. Gaëtan, effectivement, cette équipe était menée 2-0.
Alors le deuxième set était serré, mais on s'est fait quand même très très peur. Et puis finalement, bah, comme dans le premier match des Français, finalement, réaction de patron, réaction de champion olympique en titre, j'ai envie de dire. Exactement. Et puis en plus, on a deux grosses nations du volleyball, à savoir l'équipe de France et l'Italie, qui ont connu exactement le même scénario, hein. Dans un autre quart de finale, l'Italie affrontait le Japon qui est aussi une très bonne nation en volley, mais bon, l'Italie, ça reste un peu le, le, le Goliath de la discipline. Les Japonais qui menaient 2-0 et qui finalement se sont inclinés au tie-break 3-2. C'est à peu près c'est exactement le même scénario pour les Bleus, hein, dominé surtout beaucoup sur le premier set. Le second set un peu plus serré. On se le fait prendre sur énormément d'attaques. Et voilà, ils ont eu beaucoup de joueurs en très grosse liberté, notamment en pensant au pointu, le numéro 9, Grozer, l'Allemand, qui a eu énormément de liberté, notamment sur ses attaques au centre. Donc je pense que c'est ce qui nous a manqué sur les deux premiers sets, cette présence au bloc, à la fois sur les réceptions. Ils avaient de très très gros serveurs. Au volet, une mauvaise réception occasionne dans la plupart des cas une très mauvaise attaque. Car c'est ce qui met en quelque sorte le pointu de l'équipe, donc le joueur offensif dans les meilleures conditions. C'est ce qui nous a manqué. Il faut savoir que l'Allemagne, moi, je la pressentais pas à être à un tel niveau, en tout cas, à un tel niveau technique. On pensait les voir aussi haut pendant tout le match, avec une qualité de service exceptionnelle. Une équipe ne peut pas rester à un tel niveau pendant tout un match, et ça s'est avéré, et c'est ça, et c'est ça, pardon, c'est avéré vrai notamment sur le dernier set, avec ces énormes erreurs au service qui nous a finalement coûté la victoire. Mais c'est vrai, l'équipe de France est une équipe à réaction, une équipe de copains. Au final, s'en est sorti non pas avec l'individualité, mais avec le collectif. Et ça, c'est magnifique. Effectivement, Mathis, même si le score brut ne donne pas forcément cette impression, puisque les Allemands, on pourrait croire que les Allemands ont, dans un premier temps, dominé puis craqué face à la réaction des Allemands. Moi, ce que j'ai surtout noté pendant ce match, c'est que pendant quasiment les 5 sets, ça a été extrêmement serré. Et même si on parle d'une réaction de patron des Français, notamment dans ce tie-break, il a quand même fallu 3 fautes au service pour conclure ce match. Ça a été globalement une opposition où les deux équipes étaient extrêmement proches l'une de l'autre. Ouais, tout à fait. Je pense que à part le premier set qui était vraiment à l'avantage des Allemands, où on a vu des fautes relativement inhabituelles de nos Français qui ont commis de sacrés écarts. Je crois qu'il y a un moment, il y a à peu près 13-10, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a 3-4 points d'écart et ça monte à 17-18 et nous on bougeait plus offensivement, c'était très compliqué. Sinon les 4 autres sets très serrés et bah, je vous rejoins totalement sur la réaction qu'on attendait parce que c'est pas facile. Après ils sont habitués à être dos au mur et aller chercher des victoires, mais dans un match à élimination directe, bah, il y avait plus le droit à l'erreur tout simplement. Ils ont su bien le faire, ils ont su être costauds, ils ont su capitaliser sur les erreurs de leurs adversaires comme les services manqués en fin de rencontre. Donc voilà, l'essentiel est là. Et juste petite précision sur le match de l'Italie Gaëtan, tu l'as dit, s'est déroulé un petit peu sur le même scénario. C'est même pire que ça pour les Italiens, entre guillemets, parce qu'ils étaient menés 2-7-0, mais ils étaient menés 24-21 dans le troisième set. Ils ont concédé 3 balles de match. Les Japonais ont loupé les 3 balles de match. Euh, L'Italie a remporté ce set. Et dans le cinquième set, dans le tie-break, le Japon a aussi eu une balle de match. Donc en tout, le Japon a eu 4 balles de match. L'Italie vraiment s'est fait très peur. Deux équipes qui sont passées pas loin de la correctionnelle, ça va forcément nous donner une demi-finale assez, assez volcanique. Effectivement, et on suivra ça dans les prochains jours. J'ai pas la date exacte, ça doit être après-demain, la demi-finale donc face à l'Italie. On termine ce point bleu, les gars, en précisant et en racontant tout simplement que déjà le match de basket a commencé. L'équipe de France mène 1-0 après 45 secondes de jeu. Et puis aussi que Jean-Philippe Mateta a égalisé un partout sur la pelouse de la Beaujoire. Je crois que c'est à Nantes, hein, que ça se joue, si je dis pas de bêtises. Donc un partout. Groupama Non, c'est pas Stadium. ça.
Pardon, au Groupama Stadium, on est à Lyon, autant pour moi. On est à Lyon, donc 1-1 France-Égypte. On va voir ce qui se passe dans les 10 dernières minutes de ce match et le temps additionnel qui, à mon avis, une nouvelle fois, sera très long comme on en a l'habitude. Bref, on bascule sur les coups de cœur, ce qui nous a particulièrement plu aujourd'hui. Et je ne vais pas m'attarder sur une trop longue introduction puisque l'on va rester du côté du volet et compléter l'analyse. Gaëtan, tu voulais nous parler de Théophore, le pointu de l'équipe de France. Ouais, exactement, Théophore, donc pointu, comme je l'ai souligné juste avant, donc qui est bien évidemment un poste majeur au volet, qui est le joueur offensif qui finit en général les actions. Donc un joueur puissant, massif, agile, hein, c'est un peu sa caractéristique, c'est qu'il est un peu considéré comme un joueur moderne. Il a été préféré à l'un des joueurs phares de l'effectif français, Stéphane Boyer, champion olympique en 2021 à Tokyo, qui a été mis à l'écart pour le tournoi olympique. Alors, justement, à cause de cette concurrence-là et grâce notamment aux très bonnes performances de Théophore, mais également car Stéphane Boyer est victime d'une entorse à la cheville en avril notamment, cette blessure avec son club dans le championnat polonais. Et donc justement, voilà, Théophore, voilà, rien de mieux pour commencer à pratiquer ce sport. Il est né un peu dans une famille de volleyeurs, un peu comme tout cet effectif. Et il est destiné justement dès le plus jeune âge au haut niveau. Il est formé aux Spacers de Toulouse et intègre ensuite très rapidement le club de Montpellier. Et il rejoint en 2023 le championnat italien, l'un des championnats les plus relevés dans la discipline et il semble justement s'y faire avec un statut de meilleur buteur mi-saison. Alors pourquoi j'ai décidé de vous le présenter? Parce que Théophore, il incarne un peu cette génération dorée du volley français, celle qui reprend peu à peu le flambeau, celle qui semble apprendre des erreurs de l'ancienne génération pour nous promettre un avenir un peu plus et encore plus radieux dans le futur. Et ce qu'il apporte justement à cette équipe de France, c'est justement cette jeunesse, cette fougue, cette puissance, 2 mètres 2, 84 kilos, avec une attaque à 3 mètres 29 au filet, assez puissant. Et il a un peu cette vision que j'aime bien du volley, cette vision un peu famille qu'a aussi cette équipe de France de volley, ce qui la caractérise pardon, très bien. Ce qui ressort un peu, c'est cette solidarité, ces automatismes qu'ils ont entre eux, ce qu'on retrouve beaucoup moins dans l'équipe de France de handball. Mais écoutez, c'est cet automatisme qui s'est noué au fil des années. Les joueurs se comprennent, ils se connaissent par cœur, ils ont grandi ensemble dans les catégories minimes, au pôle. Ils évoluent pour la plupart dans les plus grands championnats, notamment en Italie, ce qui fait aussi leurs atouts. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous sélectionner Théophore, parce qu'en plus de ça, il nous a livré un superbe match aujourd'hui face aux Allemands. C'est entre guillemets, un des joueurs qui nous a permis d'arracher cette victoire avec de très belles défenses au bloc, de très belles attaques, à la fois pour prendre les mains des bloqueurs allemands, mais aussi pour aller planter de très belles attaques de l'autre côté, tout comme Quentin Jouffroy, que je cite, voilà, c'est cadeau, qui nous a fait une très belle partie aussi et que j'ai l'habitude de beaucoup critiquer sur pas mal de rencontres. Et aujourd'hui, je dois lui tirer mon chapeau car il nous a enlevé une belle épine du pied. Effectivement, merci pour ce petit point. On a été très complet sur le volet, un petit peu moins sur l'athlétisme. Il fallait quand même parler des autres performances majeures auxquelles on a eu le droit ce soir sur la piste du Stade de France et pas que sur la piste, puisque Mathis, tu vas nous en parler. Mais Armand Duplantis a une nouvelle fois repoussé les limites de la perche. Médaillé d'or olympique, ça, on l'attendait. Recordman du monde, bon. On pouvait s'y attendre, hein, il avait déjà amélioré sa marque à 6,24 m le 20 avril dernier lors de la manche de Ligue de Diamant à Xiamen. Pardon. Mais ce soir, il y est parvenu à atteindre les 6,25 m au terme de 3 essais tout de même. Hein, mais sur ce dernier essai, on a vraiment l'impression qu'il a de la marge. C'est sûrement pas son dernier record du monde. Mais malgré tout, aux Jeux Olympiques, avec une médaille d'or à la clé, il fallait quand même en parler. Je pense que tu as utilisé la bonne expression, il repousse les limites constamment. C'est aussi ça qui est bluffant avec ce monde de Duplantis, c'est que comme une impression que c'est jamais fini pour lui, qu'il va toujours aller chercher les centimètres à chaque fois. C'est, on va dire, relativement rare
dans la perche, parce qu'il y a quand même souvent, pour certains athlètes, un plafond qui apparaît, je sais pas, par exemple, déjà pas tant d'athlètes qui passent les 6 mètres. Le voir, lui, mettre déjà autant de centimètres d'écart à ses concurrents, bah, c'est tout simplement écœurant, mais ça on commence à en avoir l'habitude. C'est cette facilité qui est pour lui de concourir à ce saut à la perche, vraiment avec une aisance. Il me fait un peu penser, alors c'est toute proportion gardée, mais à Léon Marchand dans la façon de se comporter. On le sent hyper serein, hyper à l'aise. Il tire profit du public. On le voyait. Bon, après, c'est sûr qu'il avait déjà la médaille d'or d'assuré, mais après ces 2 échecs manqués, il était allongé avec le rouleau en bas du dos. Il discute avec son concurrent, qui est l'américain Sam Pendrix, hyper décontracté. Il va chercher 6,25 m et bah, moi, je vous avoue que j'ai peut-être même une petite pointe de frustration. On en parlait juste avant l'émission, de savoir qu'il arrête la compète sur une barre qu'il a franchie. C'est quand même, je pense, le seul mec qui arrête ses concours en ayant réussi une barre, parce que souvent la perche, on finit son concours une fois qu'on a raté 3 fois. Là, 6,25 m, il a battu son record du monde. Merci, au revoir, la médaille d'or, et puis rendez-vous au prochain meeting pour 6,26 m. J'ai vraiment l'impression que c'est ça la carrière de Mondo Duplantis pour l'instant. Et, euh, et c'est très, très, très probablement lui qui sera le premier à passer 6,30 m. Ça me paraît fou parce que vraiment, déjà, que je m'en souviens, ça fait pas si longtemps que ça, mais peut-être une petite dizaine d'années, quand la Véloni bat le record de Bubka en passant 6,16 m, j'avais l'impression que c'était démesuré, vraiment une proportion immense. Son record, il a déjà pris 9 centimètres. Comme Duplantis le bat centimètre par centimètre, ça commence à faire beaucoup d'un coup. Donc forcément, obligé de tirer mon chapeau à Armand Duplantis, double champion olympique de la perche, je finirai sur ça. C'est la première fois depuis les années 1950 qu'un athlète ne fait pas le doublé parce que c'était en 50 et 58 de mémoire, mais réussit à remporter deux tournois olympiques de saut à la perche. Effectivement, performance hors norme à l'image de l'athlète qu'est Armand Duplantis, donc nouvelle médaille d'or et nouveau record du monde ce soir au Stade de France. Et puis quant à moi, bah, on va retourner dans l'eau, on en a parlé un petit peu des belles performances enfin des belles performances, des performances de nos Français, surtout de la belle performance de Angèle Hugues sur le kayak cross. Mais je voulais surtout tirer mon chapeau et mentionner cette épreuve exceptionnelle qu'est le kayak cross. Alors franchement, en termes d'épreuve, c'est mon énorme coup de cœur des JO. Je vous avoue que je connaissais pas du tout cette discipline, je savais même pas qu'elle était au programme des Jeux avant de voir les premières courses. Alors j'ai entendu dire que Tony Estanguet avait poussé notamment pour qu'elle y fasse l'apparition, hein. Lui forcément qui porte une attention toute particulière au canoë-kayak, hein, le triple champion olympique. Et bah, résultat, le résultat est absolument génial. On a fait hier la comparaison avec le ski cross et le snow cross aux Jeux Olympiques d'hiver, où finalement bah, on envoie en fait des athlètes qui sont habitués à concourir face au chrono, à se battre seulement face à eux-mêmes sur un sport qui est de précision extrême, hein, parce que quand on voit normalement le kayak, alors le but est oui bien sûr de descendre le plus vite possible, de se battre contre les courants, mais aussi d'éviter ces portes qui sont bah, finalement si fines et qui sont si pénalisantes si on les touche. Là, c'est tout l'inverse. On a d'énormes boudins que l'on se passe autour du cou, hein, très clairement. Ils font pas du tout le tour avec le bateau. Ils prennent la pagaie pour les passer autour de la tête. Ils se jettent les uns sur les autres pour se dépasser, quitte à renverser parfois leur concurrence. C'est hyper impressionnant. Il y a ce passage dans la première partie de la descente où ils doivent carrément d'eux-mêmes se retourner, mettre la tête sous l'eau, puis réémerger pour ensuite aller chercher les autres portes. Cet aspect stratégique de savoir si sur les portes où il faut se retourner, où il y en a donc deux, une de chaque côté du bassin, je sais pas si c'est comme ça qu'on va l'appeler, une de chaque côté de la descente en tout cas, savoir si est-ce que je vais suivre mon concurrent et lui foncer dessus, ou est-ce que je me dis que je suis plus rapide et je vais plutôt aller de l'autre côté et contourner. Bref, je me suis régalé sur ces épreuves de kayak cross. Voilà, franchement, super invention. J'ai déjà hâte d'être à Los Angeles pour les revoir. Et ouais, franchement, une très très bonne surprise. Franchement, je me suis régalé. Voilà, juste merci aux organisateurs parce que c'était une super épreuve. Et personnellement, j'ai préféré ça au kayak où on attend le passage de chacun des concurrents un par un. C'était clairement plus spectaculaire. On va passer au programme de demain. Gaëtan, je sais que tu dois nous quitter rapidement. Donc si jamais tu dois y aller, hésite pas.
Ah, alors je t'entends plus. Est-ce que Il a c'est plus moi son qui ai fait... micro. Il a coupé son micro. Excusez-moi, excusez-moi. Non, 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 j'ai dit on va quand même aborder le planning de demain. Je pense que c'est tout de même important. Ok, au top. Bon, bah alors on va continuer pour voir donc le programme de ce mardi 6 août avec 14 médailles d'or à la clé. C'est pas tant, on a vu un petit peu plus, mais des chances françaises dès le matin. Alors il y aura qu'une seule médaille à aller chercher dans la matinée. Ce sera du côté de l'équitation, mais ça s'est plutôt bien passé pour nos Français cet après-midi. J'ai pas vérifié si Maxime sera de retour pour nous en parler demain, mais en tout cas on aura évidemment un point sur l'équitation parce qu'on peut clairement rêver d'une médaille. Il y aura également de la voile, du plongeon, du skateboard, la lutte, donc ça on en a parlé aujourd'hui. Et puis forcément des épreuves d'athlé, on rentre dans le gros des épreuves d'athlé et de la boxe également, sans parler des sports co. On a également la France, un France-Allemagne en handball féminin et un France-Canada en basket masculin. Bon, Mathis, je me doute que ta priorité va sur ce dernier match que je viens d'évoquer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et au-delà de ça, si tu veux nous donner une autre épreuve que tu vas suivre demain? Ouais, bah, France-Canada, la dernière chance pour les Français, dans tous les cas, c'est un match à élimination directe. Donc, va falloir, euh, va falloir vraiment rehausser le niveau de jeu affiché par rapport à la dernière rencontre des phases de poule contre l'Allemagne. J'en attends beaucoup plus. Les deux côtés du terrain, de la communication en défense, parce que c'est vraiment ce qui nous a fait défaut, de voir ces Allemands complètement ouverts à 3 points, peut-être 6-7 fois, c'est quand même quelque chose assez rare à ce niveau-là, et ça pardonne pas contre des joueurs estampillés NBA ou Euroleague. On a peut-être un peu moins ce genre de profil, nous, de l'équipe de France, tout le monde capable de mettre des tirs à 3 points. Je pense notamment à Rudy Gobert qui, lui, ne shoot pas. Ce qui était la force de l'Allemagne, voilà, cette capacité à pouvoir shooter. On n'a pas du tout communiqué. Donc c'est vraiment une des premières choses que j'attends, ça va être le retour de la scie défensive qui est, selon Vincent Collet, la priorité. Et puis pour se placer un peu du côté d'Evan Fournier pour faire référence à ce dont on a parlé hier, cette petite guéguerre, même s'il n'y a rien de bien méchant, de Vincent Collet qui souhaiterait prioriser la défense et Evan Fournier qui lui a envie de voir que l'attaque soit aussi importante dans le jeu de l'équipe de France. Et bien tout simplement, j'en ai déjà parlé, hein, mais pour moi il faut rapprocher Victor Wembanyama de ce panier parce qu'il est jamais aussi efficace que quand il est proche. Plus de taux de réussite, ça forcément ça force la défense à faire un choix, potentiellement une prise à deux, donc ça libère un coéquipier. Enfin, voilà, même s'il marque pas, il va pouvoir se rendre disponible à la passe. Donc du changement, c'est pas impossible parce que le Canada, certes, c'est une grosse nation, mais j'y crois. Il va falloir aussi contenir Shai Gilgeous-Alexander, le meneur, le petit génie d'OKC, qui est ce joueur canadien qui a fini quand même troisième au dernier MVP de NBA. Donc c'est pas rien. Beaucoup de défis attendent nos bleus, mais c'est pas infaisable. Et allez, sinon, pour la petite parenthèse, autre que le basket, je pense que je suivrai l'athlé. Parce que demain soir, il y a la demi-finale. Gaëtan, il voulait peut-être en parler, mais de Shana Grebo, la sœur de Marius, qui est en demi-finale de son 400 mètres haies. Donc, quand même, dédicace, on va suivre ça. Elle a remporté son repêchage aujourd'hui, donc grosse force à elle. J'espère qu'elle va aller chercher cette place en finale, même s'il y a de sacrées concurrentes. Effectivement, on a regardé cette course assez attentivement. C'était en fin de matinée donc pour le repêchage et on retrouvera Chana dès demain pour les demi-finales au Stade de France. De quelle épreuve veux-tu nous parler, Gaëtan, si tu veux t'étendre un peu là-dessus ou si tu veux en évoquer une Euh, autre? Écoute, j'avais bien évidemment celle-là en backup. Baptiste me l'a prise, mais écoute, oui, d'abord pour prendre un peu les sports collectifs, c'est vrai que je suivrai plus attentivement, bien évidemment, le basket, parce que je suis curieux, et parce que j'aime cette équipe de France-là, mais également le hand féminin avec ce petit France-Allemagne-là. Je vous conseille vraiment hein, de regarder l'équipe de France féminine de handball, qui est très plaisante à regarder. Je dis le plus important dans ces sports collectifs-là, ce sont les automatismes. Donc c'est une équipe qui joue bien, super bien au ballon. Donc je regarderai ça et bien évidemment cette demi-finale du 400H, du 400 mètres haies avec Chana Grebo. Et il y a également Chana Grebo. Mais parmi les Françaises favorites, il y a plus Louise Maraval sur qui on compte aussi énormément. Donc il faut suivre ça attentivement.
Effectivement, et ben moi je vais vous rejoindre sur l'athlétisme pour évoquer quand même la finale du 200 mètres féminin demain. Et j'ai été particulièrement impressionné en demi-finale par Juliane Alfred qui a déjà remporté le 100 mètres mais qui est descendu sous les 22 secondes pour sa demi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner donc sur le 200 pour l'athlète de Sainte-Lucie. Et puis plus globalement, pardon, c'est toujours une course très agréable à suivre. Donc voilà, j'aurai plaisir à la regarder. Et puis voilà pour le programme d'aujourd'hui, en espérant aussi, pourquoi pas, en lutte, si jamais la Nigériane va en finale, le repêchage de Kumba Larok. Là aussi, on sera attentif là-dessus. Voilà les gars, je crois qu'on a été assez complet. On va peut-être passer du coup sur le quiz du jour si Gaëtan, tu dois nous quitter. Merci d'avoir été présent, merci à tous les deux. Et puis on se retrouve. Qui est-ce qu'on retrouve demain? J'ai oublié de regarder le programme comme d'habitude. Merci en tout cas, Mathis. Merci d'avoir été présent. Avec plaisir, Jean. Non, moi, normalement, je serai pas là demain, sauf s'il y a besoin de dépanner. Tu sais, tu peux compter sur moi. Mais non, normalement, pas là demain, mais toujours un plaisir hein, de discuter. Petit regret de pas pouvoir faire un petit quiz contre Gaëtan parce que je pense que je l'aurais encore battu, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Aïe aïe aïe. Gaëtan, il va falloir répondre présent dans les prochains jours. Je vois que normalement demain on retrouve Maxime Paulin. Ça fait quelques jours qu'il n'est pas venu, donc on sera très heureux de le retrouver. Et Gaëtan, je te laisse nous confirmer directement ta présence ou non. Eh bien, écoute, ça reste à confirmer. Je te confirmerai ça demain dans la journée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas ma dernière. Et on a abordé les disciplines à suivre demain. Je vous conseille de basculer sur la 3, car il y aura très certainement des prolongations pour ce demi-finale de football masculin France-Égypte. Eh ben effectivement, on va basculer sur la 3, mais pas tout de suite non plus, parce que sur la 2 se jouent quand même les 2 dernières minutes du match de basket 3 contre 3. On termine là-dessus, c'était notre perf du jour. Les Français sont en finale. Ils mènent à l'heure actuelle 12-11, donc on vous renvoie sur France Télévisions, 13-11 même à l'instant, puisque le panier du lancer franc est inscrit, en espérant la 46e médaille française et la 13e en or. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 22h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. Bonne soirée. Ciao! Ciao.